Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide à Washington, très content de vous accompagner dans Le Monde aujourd'hui, à la une de l'actualité ce soir. Au tribunal de Bruxelles, Fabien Neretse, âgé de 71 ans, arrive appuyé sur une béquille. Les amis et proches des victimes présumées de cet ancien responsable de l'Office du café du Rwanda se disent impatients de voir la justice triompher dans cette affaire. Mais je me sens en même temps très droite dans ce que je fais. Et certaine que je fais quelque chose qui est juste. Pas uniquement en mémoire à ma sœur, mon beau-frère et ma nièce, mais aussi par rapport à toute cette injustice, toutes ces horreurs qui ont été commises là-bas. Neretse est explicitement accusé de génocide pour 13 meurtres présumés commis entre avril et juillet 1994. Il est en particulier accusé d'avoir tué une Belge qui vivait à Kigali, Claire Beckeuse, de même que son mari rwandais et leur fille. Il a été arrêté en France en 2011, mais n'était pas en détention. Il s'est présenté au tribunal, niant toutes les accusations. Je suis innocent. Et pourquoi ? Parce que je le suis. La première audience complète doit avoir lieu ce jeudi. Il s'agit du 5e procès concernant le génocide rwandais à se dérouler en Belgique. Pour la famille Beckeuse, c'est la fin d'une longue bataille. Il faut qu'il y ait encore toujours justice, qu'on rende hommage à ceux qui sont morts, que ceux qui ont conçu, qui ont organisé, qui ont exécuté ce génocide soient punis. Et si ce n'est pas ici, c'est où? Selon les chiffres de l'ONU, le génocide rwandais a coûté la vie à 800 000 personnes, principalement issues de la minorité Tutsi, mais également des Hutus modérés. La première chose que Bourhani, âgé de 15 ans, a vue quand il est arrivé dans une école coranique de réforme en octobre était des rangées d'adolescents et de jeunes hommes assis, nus, ensanglantés et enchaînés. Son père l'avait envoyé dans cette école, réputée dans tout le nord du Nigeria, pour corriger les mauvais comportements. Je ne l'enverrai plus là-bas. Je préférerais qu'il retourne à l'école secondaire. Nous l'avons d'abord envoyé à l'école coranique pour qu'il soit réhabilité. Plus de 1000 enfants et jeunes adultes comme Bourhani ont été libérés lors d'un raid, suscité par les soupçons d'un parent. Accusé de cruauté envers les enfants, le responsable en question est actuellement en garde à vue. Mais à l'instar de Bourhani et de son père, élèves, parents et leaders communautaires ont tendance à attribuer les problèmes rencontrés dans les écoles incriminées à des mauvais enseignants plutôt qu'à des malams vénérés. C'est un endroit que Dieu a conçu pour assurer le remodélage du destin des gens et certains y ont vécu de grandes expériences. Il nous faudrait toute une journée pour en parler. Regardez-moi, j'y suis allé, je suis sorti comme une personne formidable. Cela a choqué les gens. Le 19 octobre dernier, le bureau du président Muhammadu Buhari a déclaré que le gouvernement ne tolérerait pas les chambres de torture qui maltraitent les jeunes. Mais sans un contrôle gouvernemental plus rigoureux, avertissent les critiques, les abus continueront probablement. Je pense que le gouvernement ne devrait pas se concentrer uniquement sur le sauvetage des personnes dans les centres, mais également sur leur fermeture. Il devrait veiller à ce que les centres de réhabilitation du gouvernement soient mieux équipés. Selon les derniers chiffres officiels, moins de la moitié des enfants de la région fréquentent les écoles primaires publiques depuis 2015. Les écoles coraniques, connues localement sous le nom d'écoles d'Al-Majiri, sont beaucoup plus fréquentées. Elles accueillent environ 10 millions d'élèves. Depuis quelques années en Afrique, les éleveurs et agriculteurs autochtones sont en conflit permanent à cause de la carence en pâture. Les pluies sont rares et la sécheresse qui touche plusieurs régions réduit les réserves vertes. Les éleveurs sont alors obligés de trouver du pâturage ailleurs. Voilà la naissance de la transhumance frontalière. Au Bénin, Alpha Goudi est un éleveur de Basila, une région du nord-ouest du pays. Il a eu l'idée de sédentariser ses bêtes. Je suis éleveur et j'avais des difficultés à élever mes bêtes à cause de manque de pâture. Quand j'ai vu ailleurs cette expérience, j'ai voulu la dupliquer ici.
J'ai commencé avec 4 hectares et je suis déjà à 15 hectares aujourd'hui. Cela m'a évité des conflits avec les agriculteurs qui se plaignaient beaucoup de mes bêtes. Aujourd'hui, la centaine de têtes de bétail que compte Alpha peut brouter une herbe verte de bonne qualité, sans aucun conflit. Une expérience des champs fourragers que le ministère béninois de l'élevage a décidé de dupliquer. Le ministre accompagne désormais des éleveurs visiter le domaine de M. Goudi pour apprendre de sa réussite. Je voudrais pouvoir organiser des visites ici guidées pour que les gens puissent dans l'expérience de ceux-ci, pour que ceux qui ont de grands troupeaux et de l'espace autour de leur maison puissent les mettre en valeur de cette façon. On va mettre les animaux sur place, on va pouvoir les sédentariser et ils vont pouvoir donner le bénéfice de l'exploitation. La culture fourragère est en passe de devenir une solution à la transhumance des éleveurs béninois et ceux de toute l'Afrique. Dans ce pays d'Afrique occidentale, les éleveurs pourront ainsi s'occuper mieux de leurs troupeaux et gagner plus d'argent. Le rêve de Goudi est que grâce à son idée, on pourra bientôt dire adieu au conflit dû à la transhumance. Des élections locales et régionales ont eu lieu aux États-Unis hier. Les résultats tombent aujourd'hui. Les démocrates ont pour la première fois en quelques 25 ans repris le contrôle des 2 chambres de l'Assemblée de Virginie, tenant déjà le poste de gouverneur. Ils s'emparent ainsi de tous les grands leviers du pouvoir de cet État, après une campagne marquée notamment par le débat sur les armes à feu. Pour Tom Perez, président du Parti démocrate, cette victoire devrait faire trembler le président Donald Trump et tous les républicains. Dans le Mississippi, le candidat républicain Tate Reeves a lui remporté le poste de gouverneur face au démocrate Jim Hood. Donald Trump était allé le soutenir dans cet État conservateur qu'il avait remporté avec 18 points d'avance en 2016. Dans le Kentucky, un autre État conservateur, la différence de voix est très mince, mais le démocrate Andy Beshear a revendiqué la victoire face au gouverneur sortant Matt Bevin. Le républicain n'a toutefois pas admis sa défaite en invoquant de nombreuses irrégularités. Pour un décryptage de cette actualité américaine, j'accueille l'analyste politique René Lake, basé ici à Washington. Il nous rejoint via Skype. Bonsoir et bienvenue René. Bonsoir Jacques. Alors ce mercredi, le président Trump se rend en Louisiane pour soutenir le candidat républicain au poste de gouverneur face au démocrate Berrigan, un second mandat dans cet État. Mais quelle lecture faites-vous des résultats qui sont déjà connus et définitifs ? Écoutez, je crois qu'effectivement, comme vous l'avez un peu insinué tout à l'heure, les démocrates, en tout cas en ce qui les concerne, considèrent qu'ils ont eu une belle soirée hier, une soirée en termes de résultats, la large victoire, large au sens le contrôle de toutes les trois niveaux électifs en Virginie. Il faut, pour nuancer l'euphorie des démocrates, il faut dire que c'est simplement une tendance qui se confirme. Sur les 3 dernières élections, effectivement, on sentait bien que l'urbanisation de la Virginie, en particulier de la Virginie du Nord, était très favorable aux démocrates. Donc là, ils ont engrangé de bons résultats. Dans le Kentucky, par contre, qui est un État rouge républicain. Oui, justement, en fait, j'allais vous dire que pour les observateurs, la dynamique était différente en Virginie, cet État voisin de Washington que Donald Trump avait perdu de 5 points lors de la dernière présidentielle. Mais si le basculement se confirme dans le Kentucky, cela va-t-il être aperçu comme un signe inquiétant pour le président, notamment chez les électeurs diplômés des banlieues aisées en 2020 ? Je pense que oui, Jacques, parce que le Kentucky, il faut rappeler, Donald Trump l'a gagné avec plus de 20 points. Donc, c'est vraiment un État républicain, un État rouge, comme on dit ici. Mais il faut nuancer le propos parce que l'actuel gouverneur qui a perdu hier était assez impopulaire. Il avait un véritable problème de personnalité, y compris même auprès des républicains. Il n'était pas particulièrement populaire. Donc, il faut nuancer. Le candidat qu'ils n'était pas nécessairement un bon candidat. Ouais. Un mot sur l'enquête en vue de destituer Donald Trump. Les premières auditions publiques de témoins
démarreront la semaine prochaine avec des diplomates. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les démocrates qui soupçonnent le président américain d'avoir abusé de ses pouvoirs dans l'affaire ukrainienne. La Maison-Blanche dénonce une mascarade et met en doute la crédibilité des témoins. Des sondages indiquent que le pays est très divisé sur cette question de destitution. Quel va être son impact sur la présidentielle de 2020 d'après vous ? Écoutez, c'est difficile de dire. Je pense qu'à partir d'ici 15 jours, on aura une bien meilleure idée. Parce que comme vous l'avez annoncé, à partir de la semaine prochaine, les auditions vont être publiques. Alors ça, les démocrates pensent que ça va pouvoir faire balancer un peu l'opinion publique. Parce que pour l'instant, c'est très partagé. Les sondages sont favorables aux démocrates entre 49 et 51% maximum. Et je pense que si on arrive autour de 57, 58 jusqu'à 60% d'opinion favorable à l'impeachment, que Donald Trump pourrait être en difficulté parce que de nombreux sénateurs républicains risquent de quitter le bateau. René Lake, vous êtes journaliste et analyste politique. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans le monde aujourd'hui. À bientôt. Merci, à très bientôt. Bonsoir à tous. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, convoqués pour démarrer les éliminatoires de la CAN 2021, sont connus. Sur la liste pratiquement inchangée du sélectionneur Ibrahim Kamara figure pour la première fois le nom d'Ibrahim Traoré, l'expérimenté milieu de terrain du Slavia Prague. Il fêtera ainsi sa première convocation à 31 ans. Parmi les rares changements, Wolo Koulibaly du tout-puissant Mazembe intègre le groupe, tandis que Christian Kwame du Genoa et Ibrahim Sangaré de Toulouse rejoignent les moins de 23 ans pour la CAN de leur catégorie. Des habitués comme Eric Bailly et Jean-Philippe Bamin, blessés, Wilfried Bony sans club et Jonathan Kodja, en manque de temps de jeu, sont toujours absents. La Côte d'Ivoire fera face au Niger le 16 novembre à Abidjan et à l'Éthiopie le 19 à Addis Abeba. Et puis, Jacques l'annonçait en titre, Aubameyang est désormais la tête d'affiche d'Arsenal. Le Gabonais est le grand gars qui est toujours décisif depuis son arrivée à Londres. Ce ne sera pas un nouveau rôle pour lui puisqu'il assume déjà cette fonction en sélection. Ici, aux États-Unis, Carlos Vela a été élu meilleur joueur en MLS. L'international mexicain, meilleur buteur de la MLS avec le Los Angeles FC, 36 buts, a reçu le trophée de meilleur joueur du championnat nord-américain de football devant le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Carlos Vela, 30 ans, a été honoré au cours d'une cérémonie organisée à Los Angeles. Grâce à ses 2 buts et une passe décisive, le Los Angeles FC a battu les Los Angeles Galaxy en play-off. Mais l'équipe de Vela s'est inclinée en finale de conférence Ouest devant les Seattle Sounders, 3-1 et ne disputera pas la finale du championnat qui aura lieu le 10 novembre à Seattle. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Caribou, 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 vous êtes les bienvenus. Ici, tout le monde l'appelle Mama Magui. Marguerite Moussolé a grandi dans le Congo colonial, produit du système d'enseignement belge, et les Congolaises avant tout, luchoises surtout. Elle incarne une diaspora avide de retourner à ses sources pour apporter des changements dans sa société d'origine, une petite révolution à la fois. Cette école privée, c'est sa petite révolution. Nous sommes dans le seul établissement à Lubumbashi qui accueille des enfants souffrant de handicap. Voilà, on tient ses mains pour pouvoir lui montrer qu'elle est capable de pouvoir le faire, mais elle n'est pas capable. Donc c'est en l'accompagnant tous les jours, en faisant une routine, qu'elle arrive finalement à le faire. On les connaît mieux quand ils jouent que quand ils sont en classe. Alors c'est comme ça qu'on les initie un peu à tout, mais en même temps c'est thérapeutique. Dans chaque classe, 2 à 3 enfants à besoins éducatifs spécifiques. Des autistes, des enfants trisomiques, des enfants souffrant de 16 pathologies différentes qui interagissent avec leurs camarades. Les classes sont volontairement réduites afin de garantir un accompagnement aussi personnel que possible. Nous encadrons 195 personnes vivant avec un handicap mental, donc des besoins particuliers. Et ils sont catégorisés en 16 pathologies, dont la majorité est trisomique 21 et autiste. Pour ce faire, elle se base sur des méthodes qu'elle a apprises au fil des années. Pour mieux accompagner les enfants autistes, par exemple, elle n'hésite pas à rentrer en contact avec des experts aux États-Unis. Les dernières avancées, elle les partage aussitôt avec ses enseignants.
D'entrée de jeu, dès qu'un enfant arrive, la toute première des choses, on commence par une consultation. Et c'est à l'issue de la consultation qu'on saura déterminer les difficultés de l'enfant. Et c'est à partir des difficultés qu'on aura maintenant à établir un projet thérapeutique. Sans l'école, je ne peux pas vivre. Qu'est-ce que tu apprends à l'école? J'apprends la lecture, numération, opération. Avec peu de moyens, l'école fait des miracles. Comme ce petit garçon qui n'arrivait pas à marcher quand il a été admis à l'école et qui peut aujourd'hui affronter fièrement les marches d'un escalier. Ou Yannick, dont le vocabulaire a énormément évolué depuis son arrivée. Dans quelques années, Yannick rejoindra peut-être cet atelier de menuiserie dans un autre local pour les enfants plus âgés, ou apprendra la couture. L'idée est aussi d'inculquer un métier à ces enfants souvent rejetés par la société. La société a difficile à accepter les genres d'enfants. Les enfants qui ont chacun ses manques de pourcentage. Je reviens encore, le pourcentage en lui. Donc la société, la plupart, en général, la société rejette un peu, repousse ces genres d'enfants. Mon fils, d'abord, c'est un enfant très merveilleux. Oui, merveilleux. Des enfants merveilleux. Mama Magui a hâte que toute la société congolaise les voie ainsi, que le gouvernement leur accorde plus d'attention. Mais pour une victoire contre l'ignorance, ces enfants, il faut d'abord les aimer. Bon courage à vous, Marguerite Mousselet, et à votre équipe. Vous faites des miracles, en effet. Voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain. Merci.